Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast des Intercepteurs. Aujourd'hui, je suis seul encore. Louis va sûrement faire une autre petite capsule comme la semaine passée de son côté. Aujourd'hui, je vais continuer à vous parler en fait des corps arrière qui seront probablement disponibles dans la saison morte. J'ai parlé de Derek Carr la semaine dernière. Là, je vais vous parler en fait de Aaron Rodgers, Lamar Jackson et Daniel Jones, qui sont les trois joueurs qui ont fait couler beaucoup d'encre dans les derniers jours. Commençons tout d'abord avec Rodgers. Bon, à la suite des déclarations du journaliste Bob Megan, ça a l'air que les Packers, finalement, seraient ouverts à garder Rodgers dans l'équipe. Megan avait dit il y a à peu près une semaine que selon ses sources à lui, les Packers avaient tourné la page et que c'en était bien fini avec Rodgers. Cependant, hier, il y a Tom Pelissero de NFL Network qui est sorti pour dire un peu le contraire, qui a dit que les Packers juste seraient prêts à garder Rodgers, mais que celui-ci devait être complètement investi dans l'équipe. On s'entend qu'il y a un an, les Packers ont donné un contrat de 150 millions pour 3 ans à Rodgers. Il est évident que lorsqu'on donne un contrat comme ça, on s'attend à un investissement total de la part d'un joueur comme Rodgers. La saison morte dernière, après avoir signé son contrat, Rodgers, à la place de s'entraîner avec ses jeunes coéquipiers, ses jeunes receveurs, entre autres, il a plutôt décidé d'aller relaxer et d'aller faire des drogues hallucinogènes en Amérique du Sud avec sa nouvelle blonde. Et puis, on a vu la saison que ça a donné niveau statistique. Rodgers a une saison assez ordinaire. Il a lancé, je pense, dans les 10 dernières années, c'est la saison qui a lancé le plus d'interceptions. C'est une de ses moins bonnes saisons. Il y a quelques jours, ceci dit, les Packers auraient entamé des discussions avec les Jets pour un échange possible. Je ne pense pas que les Jets soient un bon fit pour aller avec Rodgers. Premièrement, on a un entraîneur-chef avec une philosophie défensive. Rodgers est un joueur en plus qui aime être flatté dans le sens du poil, qui aime être adulé. Robert Saleh, ça a plus l'air d'un tough qui est un joueur de l'équipe d'abord et que même si tu es une star, tu prends ton trou. Il y a beaucoup de jeunes joueurs à l'offense. On sait qu'Aaron Rodgers n'aime pas trop ça. Il a déjà en fait dit qu'il n'aimait. C'était pas son rôle à lui de coacher les jeunes. Puis à New York, c'est pas comme à Green Bay. Les médias ne sont pas aussi complaisants. Si ça marche pas, si les médias apprennent que justement Rodgers, au lieu de se concentrer sur le football, est parti faire de l'ayahuasca et faire des retraites dans le noir pour se retrouver, ben les médias vont être sur son dos, quelque chose de rare. Sinon, à mon avis, pour les Packers, il est temps de faire jouer Jordan Love. Puis il me semble que ce serait une belle possibilité avec toute la quantité de jeunes joueurs que sur cette équipe-là, de développer ce noyau de jeunes-là pour créer une nouvelle ère chez les Packers. Maintenant, parlons de quelque chose d'un peu plus compliqué. De Lamar Jackson et des Ravens. La situation regarde mal. Lamar et les Ravens n'ont pas su s'entendre sur les termes d'un contrat. Lamar Jackson aurait refusé un contrat de 250 millions, mais avec seulement 133 millions garantis. Selon plusieurs sources, Lamar Jackson, lui, voudrait avoir au moins 200 millions garantis, et même selon certaines sources, il voudrait avoir un contrat comme celui de Deshaun Watson, donc 100% garanti. Dans l'impasse, les Ravens ont quand même plusieurs options, mais malgré tout, ces options-là, à moyen long terme, c'est pas des bonnes options, là. La première option serait d'utiliser l'étiquette de franchise qui donnerait 32 millions à Lamar, mais à ce moment-là, n'importe quelle équipe pourrait négocier avec lui pour accoter ce 32 millions-là et lui donner un petit peu mieux. Et là, les Ravens perdraient Lamar Jackson, auraient en échange 2 choix de première ronde au repêchage. Mais c'est un risque que je ne pense pas que les Ravens vont prendre parce que c'est 2 choix de première ronde, mais ça ne veut pas dire que c'est 2 bons choix de première ronde. Imaginons qu'une équipe comme les Giants vienne le repêcher, bien là, les Ravens se retrouveraient sans carrière avec potentiellement 2 choix de première ronde, mais 2 choix de première ronde qui seraient probablement même pas dans le top 10, même pas dans le top 15.
Donc, je pense pas qu'ils vont prendre cette voie-là. C'est trop risqué. S'ils utilisent l'étiquette de franchise, ils vont utiliser l'étiquette de franchise là, avec exclusivité. Ça donnerait un 45 millions garanti à Lamar Jackson. C'est là que ça commence à devenir compliqué, là, parce que si on utilise cette étiquette de franchise-là, ben, premièrement, l'an prochain, les Ravens se retrouvent dans la même situation. Donc, un carrière qui veut un contrat avec une très grosse portion de son contrat en argent garanti, une équipe qui est pas trop chaude à lui garantir autant d'argent. Et puis, pas juste ça, c'est que là, on vient de lui donner 45 millions avec cette étiquette de franchise-là. On vient de lui donner un 45 millions 100% garanti. Donc, les négociations vont être encore plus dures parce que lui, il va commencer ses négociations à 45 millions garantis par année de contrat. Donc, on parle d'un contrat de 225 millions garantis. Et Lamar Jackson va demander, même s'il demande 225 millions garantis, il va demander plus parce qu'on s'entend, il y a Kyler Murray et Deshaun Watson qui ont signé pour plus que ça. Je reviens à ça un petit peu plus tard. Évidemment, Lamar Jackson, c'est un excellent carrière, mais son style de jeu le met souvent en danger. Il est souvent blessé en fin de saison. Bon, là, évidemment, s'ils se retrouvaient dans la même situation l'an prochain, les Ravens pourraient encore utiliser l'étiquette de franchise, mais là, ils devraient lui donner 55 millions. Et là, tout ce que je viens de vous expliquer au niveau des contrats d'argent garanti. Mais en 2025, on se retrouve dans la même situation, mais au lieu de parler d'un 45 millions par année garanti de négociation, on parlerait d'un 55 millions. Donc, tout ça fait que la valeur marchande de Lamar Jackson tombe à une vitesse astronomique. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, les Ravens ont pas mal juste deux options qui sont intéressantes là, lorsqu'on parle de moyen et long terme pour le futur de l'équipe. Soit lui donner ce qu'il veut ou l'échanger maintenant. Parce que justement, comme je vous ai dit, sa valeur marchande tombe pour deux raisons. Mais premièrement, il se blesse souvent. Donc s'il se blesse encore cette année, l'année prochaine, les équipes vont pas vouloir sacrifier autant de capital pour lui. Puis deuxièmement, mais plus le temps avance, plus les équipes savent qu'il va probablement se retrouver agent libre. Donc plus que les équipes savent qu'ils vont pouvoir entrer dans le marché Lamar Jackson sans rien offrir en échange, pas de choix au repêchage, pas de joueurs. Donc, c'est ça, si les Ravens veulent l'échanger, c'est maintenant parce que l'an prochain, les équipes vont savoir, d'ici un an ou deux, là, si les Ravens ne signent pas Lamar Jackson, d'ici un an ou deux, Lamar Jackson est agent libre. Donc, c'est ça. Évidemment, c'est une drôle de situation. Je comprends les deux parties, en fait. Les Ravens ne veulent pas lui garantir autant d'argent parce que Lamar a un style de jeu qui l'expose aux blessures. Ils ont probablement des doutes par rapport à son développement à devenir un vrai passeur plus traditionnel. Puis moi aussi, j'ai des doutes. Mais en même temps, c'est Lamar Jackson. Ce n'est pas un... C'est pour ça qu'on l'aime, c'est pour ça qu'on le veut dans une équipe, c'est pour ça qu'on fait un système autour de lui. C'est parce que c'est un gars qui est une menace, une double menace, autant avec ses jambes qu'avec son bras. Du côté de Lamar Jackson, je comprends aussi son point. Lui, il veut autant d'argent garanti pour la même raison, parce que lui aussi doit savoir que son style de jeu ne lui assurera pas la pérennité, par exemple, d'un corps arrière plus conventionnel. Puis en plus, si on compare justement les demandes de Lamar Jackson, qu'on les compare par exemple aux derniers carrières qui ont été signés, on a signé 250 millions 100% garantis à Deshaun Watson. Lamar Jackson a un meilleur résumé. Lamar Jackson a un meilleur résumé que Deshaun Watson, à la fois sur le terrain qu'en dehors du terrain. Et sinon, il y a Kyler Murray, à qui on a donné 230 millions. 190 millions garantis là-dessus. Kyler Murray a joué juste un match en série dans sa carrière et il a été horrible. Même s'il est rempli de potentiel, c'est un carrière qui est très inconsistant. Il a aussi la réputation de ne pas toujours être 100% impliqué. Il a même fallu mettre une clause dans son contrat qui garantit un nombre minimal d'heures d'écoute de vidéo
de vidéos pour les stratégies, et analyser les autres équipes par semaine. Donc, je comprends tout à fait Lamar Jackson de demander ça parce qu'on a offert plus que ce que les Ravens ont offert à Lamar Jackson. En fait, des équipes ont offert plus à des corps arrière qui ont un moins bon résumé que lui. Là, on s'entend, Lamar Jackson a déjà gagné le joueur le plus valable à son équipe. Donc ça va être la situation qui va être la plus intéressante à mon avis, voir ce qui va se tramer. Bien honnêtement, d'après moi, les Ravens vont signer, vont donner à Lamar Jackson ce qu'il veut. Je veux dire, pour les Ravens, à moyen et long terme, c'est la meilleure situation. Peut-être de leur côté, je ne sais pas, essayer d'un petit peu de changer le système pour l'exposer moins. Je sais pas c'est quoi la solution, mais pour les Ravens, vous ne trouverez pas un aussi bon carrière dans les 2 ou 3 prochaines années. Maintenant, parlons de Daniel Jones. Ça, c'est pas mal plus simple, en fait, la situation de Daniel Jones. Daniel Jones lui demanderait 45 millions de dollars par année. Ça n'arrivera pas. On s'entend, Daniel Jones ne va pas. On dit qu'il y a une bonne saison, il n'y a pas une bonne saison. Il n'a pas fait autant de revirements et Brian Daboll, l'entraîneur, a réussi à inventer une espèce de système un petit peu clunky qui fait un petit peu penser à du collège, du football collégial pour que Daniel Jones ne crée pas autant de revirements. Ils vont utiliser sûrement l'étiquette de franchise, pas la exclusive, la normale, donc ils vont le payer à environ 32 millions de dollars. Si une équipe veut accoter ça pour donner un meilleur contrat à Jones, ben les Giants prendront les 2 choix de première ronde, puis ça va être bon pour les Giants. Ça va être mieux pour eux, peut-être pas pour 2023, mais clairement pour 2024 et les années à venir. Cette année, les Giants n'auront pas un horaire aussi facile que l'an dernier. Donc, Jones va devoir jouer comme un vrai corps arrière pour gagner des matchs. Je pense que c'est là qu'on va voir ses limitations. On s'entend, l'an passé, les 2 seules fois qu'il a lancé pour plus de 300 verges, c'était contre les Vikings et les Lions, qui sont des défensives, mais désastreuses. Donc, c'est ça, je pense qu'en fait, là, écoute, si Daniel Jones est capable de prouver qu'il est un vrai carrière partant, mais qu'il le prouve cette année, mais je pense que ça va être ça qui va se passer pour Daniel Jones. Ils ne lui donneront pas son contrat de 45 millions par année. C'est tout. Sinon, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. En fait, avec les 49ers, ça aurait l'air que Brock Purdy va être sur le carreau pendant au moins 6 mois. Je pense que c'est le temps de laisser sa place à Trey Lance. Là, écoute, là, ils ont dépensé énormément de capital au repêchage pour Trey Lance dans l'échange avec Russell Wilson. Ça va être le temps de faire jouer les Niners. Là, dans 2 ans, ils ne pourront pas garder tous les joueurs qu'ils ont là. Ils ne pourront pas garder tous ces bons joueurs-là, toutes ces armes offensives-là. Ça n'arrivera pas. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ça. Il y a aussi Ryan Tannehill qui pourrait partir des Titans. Bon, on verra. Tannehill, pour moi, c'est toujours une surprise. C'est un carrière que j'aurais jamais cru qu'il aurait fait autant d'années dans la ligue. Et puis, il y a aussi Jimmy Garoppolo qui va être joueur autonome. Donc, ça va être à voir. On s'en reparlera plus tard dans la saison morte. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée.